Pourquoi perdre de l'oseille quand on est journaliste? Quels en sont les avantages? Quelles sont les compétences requises pour l'utiliser? Est-il uniquement réservé aux initiés, aux services secrets, au personnel du renseignement et aux analystes? Comment les journalistes peuvent-ils se familiariser avec les méthodes de cette nouvelle technique d'investigation? Comment s'en servir pour vérifier les informations, pour décortiquer les faits, pour traquer l'origine des vidéos, pour savoir si une image a été manipulée ou non? L'OSINT est un puissant outil qui vous permet, à partir des données librement accessibles sur Internet, de déconstruire les fake news. Il peut également être utilisé pour traquer les avions et les navires. Ravi de vous retrouver, chers confrères et consoeurs journalistes francophones, pour discuter de la façon dont vous pouvez pratiquer l'OSINT et l'utiliser dans vos reportages. L'OSINT, c'est le système d'investigation de données qu'on dénomme sous l'acronyme ou le cycle de l'OSINT, qui signifie l'Open Source Intelligence en anglais et en français le renseignement d'origine source ouverte. Dans la guerre actuelle qui oppose la Russie à l'Ukraine, comment s'en servir pour analyser les vidéos et les images qui circulent sur les réseaux sociaux et afin d'offrir à vos lecteurs une information qui soit fiable et un contenu authentique. C'est l'objet de ce webinaire pour lequel j'ai l'immense honneur de recevoir le journaliste Thomas Edou. Il est enquêteur en source ouverte et travaille au Révélateur de France Télévisions à France 24. Il est également membre d'Open Facto, l'association francophone d'enquêteurs en source ouverte. Thomas travaille principalement sur les conflits, la défense et le renseignement. Au journal Le Monde, il a analysé des dizaines de vidéos de propagande de groupes djihadistes au Sahel en utilisant justement des techniques de l'OSINT. Et son travail a été visionné plus de 1,5 million fois, près de 1,5 million fois sur YouTube. C'est un honneur de vous recevoir et de vous avoir sur ce plateau virtuel, Monsieur Thomas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir, plaisir de vous parler. Pour ma part, pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, je suis Kossi Balao. Je suis le directeur du Forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales qui organise ce webinaire. C'est un forum du Centre international pour les journalistes ICFJ qui est basé à Washington et que nous avons lancé en collaboration avec le réseau international des journalistes pour offrir de l'aide, des opportunités, des ressources, des expertises et des formations gratuites aux journalistes du monde entier. Notre forum promeut un journalisme de qualité en offrant aux journalistes tout ce dont ils ont besoin pour mieux travailler et couvrir les défis mondiaux émergents. Nous avons plus de 13 000 journalistes dans l'ensemble de nos forums en anglais, en français, en espagnol, en portugais et en arabe. Monsieur Edou, ma première question, elle est celle-ci. Comment définissez-vous l'OSINT? C'est quoi l'OSINT? Alors, l'OSINT, donc vous l'avez dit en introduction, c'est l'Open Source Intelligence, c'est en français le renseignement d'origine en source ouverte. Ça permet, c'est une manière de travailler qui vient, qui se repose sur tout ce qui est librement accessible et gratuitement, en principe accessible sur Internet. Donc ça peut aller, donc en fait l'objectif c'est d'utiliser tout ce qui est en notre pouvoir, nous, journalistes et internautes sur Internet, gratuitement, pour pouvoir ensuite travailler et analyser des vidéos ou des photos ou des documents, etc. C'est-à-dire que c'est enquêté par des logiciels ou des techniques qui sont accessibles pour tout le monde. Donc ça peut aller, par exemple, de géolocaliser une vidéo, donc c'est-à-dire utiliser des repères dans la vidéo qui permettent de déterminer l'endroit exact où elle a été tournée. Donc, par exemple, une vidéo qui a été tournée en Ukraine, à Mariupol, on va voir un bâtiment derrière qui est un petit peu sphérique. On va aller sur Google Earth pour voir un petit peu les bâtiments qui ressemblent, aller sur Street View, donc qui permet de voir sur la ville dans la vidéo, et on va comme ça voir que elle a bien été tournée à Mariupol ou alors qu'elle n'a pas été tournée à Mariupol. Il y a d'autres techniques qui existent. Par exemple, on peut travailler sur les ombres pour des vidéos, une vidéo dédiée au Sahel que j'avais réalisé pour Le Monde, j'avais dit en introduction. On a utilisé un logiciel accessible qui permet de calculer en fonction de la direction et du ratio entre l'ombre et la personne dont l'ombre est projetée, permet de détecter à quelle heure a été tournée la vidéo, si on a le jour précis.
En l'occurrence, les djihadistes, en général, mentent assez rarement sur les dates de diffusion des vidéos qu'ils diffusent. Ça leur apporte pas grand-chose de mentir, donc ils disent la vérité. Et voilà, il y a tout un exemple de technique. Vous parlez de tracking d'avions et de bateaux aussi. Ce sont des techniques qui permettent, il y a des logiciels qui permettent de faire ça. J'ai suivi votre vidéo d'analyse sur les armes et les méthodes des groupes djihadistes au Sahel. C'est une très belle réalisation. Et dites-nous, quels sont les outils que vous avez utilisés pour pouvoir analyser ces vidéos? Ben déjà, il a fallu les trouver, ces vidéos. Et en fait, ces vidéos, en fait, elles sont accessibles sur Internet. Il y a des méthodes qui existent. Il y a notamment une page Internet, un logiciel qui s'appelle Web Archive, et en fait, qui enregistre tout l'historique d'Internet. C'est une sorte de grosse bibliothèque où toutes les pages d'Internet, ou en tout cas une bonne majorité des pages, sont indexées et enregistrées avec certains mots-clés. Donc même si des gens suppriment des sites ou suppriment des éléments sur un site Internet, ces éléments peuvent se retrouver dans ce site-là en cherchant un petit peu. Et donc, il existait toute une série de vidéos dont on pouvait circuler par mots-clés en arabe ou en français, par des mots-clés. Ensuite, comme ça, j'ai récupéré différentes vidéos. Sur Telegram aussi, là, on existait des récentes qui circulaient. Et après avoir utilisé ces vidéos, enfin, en tout cas, avant d'avoir pu travailler la matière, on va dire source ouverte, il a fallu lire plein de choses. C'est-à-dire que le fond, le background, c'est tout aussi important que les techniques en elles-mêmes. Analyser une vidéo, expliquer que ce char-là qui appartient à l'armée nigériane est en fait juste comme ça, comme information, ça n'apporte pas grand-chose. Mais en revanche, savoir que le groupe qui a repris ce véhicule pris à l'armée est en fait est issu de telles scissions entre différents groupes, etc. Enfin, toute l'historique derrière, on a dû le travailler et ça a été un gros travail aussi. Et ensuite, en termes plus techniques, on a utilisé donc la géolocalisation, donc ce que je vous disais tout à l'heure, où on pouvait retrouver dans quel village, à quel endroit, par quel côté ils arrivaient, de quelle partie du village ils arrivaient. Ça, c'était possible de le voir parce qu'il y avait des panneaux ou des panneaux de signalisation ou alors des bâtiments caractéristiques dans l'image qui nous permettaient de nous dire, OK, comme les villages dans cette partie du Sahel, il y avait peu de bâtiments qui ressortaient vraiment dans la vidéo qu'on a vue. Les peu qui ressortaient vraiment, ils étaient assez visibles depuis l'espace. Donc ça a permis. Pour tout ce qui est identification du matériel, ça, c'est personnellement, moi, de mon côté, à force de travailler un petit peu sur ces sujets, on sait les sources qu'on doit regarder. Donc, il existe des experts sur Internet qui font ça mille fois mieux que moi, qui justement qui font ça principalement toute la journée, qui regardent quels matériels ont été saisis, à quel endroit, à quelle date. Donc, en recroisant les vidéos ainsi que les articles, ça permettait de recroiser. Après, il a fallu faire petite partie analyse, on peut voir un transfert de compétences entre la partie Irak, Syrie, Levant et la partie Sahel, en tout cas pour ce qui était de l'État islamique. Ça, c'était un petit travail d'archives et puis de déduction aussi avec les articles qu'on a lus. L'application le logiciel qui permet de mesurer les ombres aussi, ça nous a permis de déterminer en partie approximativement, c'est jamais très précis, mais en tout cas approximativement combien d'heures a duré l'attaque. Et voilà. Pour vous qui pratiquez le zen depuis quelques années déjà, est-ce que c'est une technique compliquée ou plutôt facile? C'est comme un peu toutes les techniques, hein. C'est comme apprendre à faire du vélo ou ou apprendre une langue, j'imagine. Ça fait longtemps que je n'ai pas appris de nouvelles langues, mais l'anglais est très important. C'est comme tout. En fait, le problème, c'est qu'a priori, ça peut paraître compliqué. C'est-à-dire que visuellement, ça paraît très compliqué parce que, en tout cas pour Le Monde et même ce que je fais pour France 24, on va voir des images avec deux images à coller, avec des cercles qui entourent. Ça peut paraître visuellement impressionnant, mais en fin de compte, c'est la mise en page et c'est la mise en image qui est impressionnante. Le travail en soi n'est pas si compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est la manière de travailler. C'est de travailler vite, par exemple, dans un conflit comme l'Ukraine. Autant avec Le Monde, l'Afghanistan, on a dû aller vite. On a fait une vidéo sur l'Afghanistan, on a dû aller vite. Le Sahel, on a dû un peu plus de temps. Autant là, sur l'Ukraine, la temporalité
Comme on travaille, je travaille pas dans un institut de recherche ou dans une boîte privée, donc on travaille pour des médias qui ont une temporalité où on a une deadline comme tous les autres journalistes, on doit rendre un papier à l'heure, rendre une vidéo à l'heure, et ça peut mettre une pression supplémentaire. Donc, ce qui est important, c'est en même temps, on se spécialise pas forcément là-dedans. Si avant on n'a pas un peu creusé, on n'est pas largué comme ça à faire des vidéos, pas de matériel, enfin tout en open source. Donc, il faut aller assez vite et c'est souvent ça qui est compliqué. C'est la temporalité médiatique qui, elle, est rapide dans on va dire une spécialité qui est plutôt sur le temps long en général. Ça, c'est parfois, en tout cas pour nous, journalistes, je pense que c'est pas tout le temps évident. Après, en revanche, c'est comme tout. Une fois qu'on a le coup de main, pareil. Je prends l'exemple particulier parce que c'est sur l'Ukraine, c'est ce qui se fait le plus. La géolocalisation, les techniques pour retrouver où est-ce que les vidéos... Parce qu'en fait, ça permet à la fois de savoir où est-ce qu'elle a été tournée, mais surtout de l'authentifier, c'est-à-dire de dire si elle a bien été tournée au bon endroit. On en reparlera peut-être, mais ça permet de débunker certaines fake news qui ont été diffusées, en tout cas au début, par la Russie. C'est ce qui a permis en partie de débunker ça. Donc, géolocaliser en faisant 15-20 par jour, au bout d'un moment, on a le coup d'œil, on va un petit peu plus vite. Et surtout, sur l'Ukraine, et c'est assez triste, c'est qu'on commence à revoir les mêmes bâtiments dans différentes vidéos. On se dit, ah, mais celui-là, je l'ai déjà vu, cette place-là, je l'ai déjà vu, elle est à Mariupol, cette place-là, elle est à Kiev, etc. Donc, ça va un petit peu plus vite. J'ai été impressionné par votre vidéo sur les groupes djihadistes dont nous ne cessons de parler. Et tout de suite, vous avez indiqué la mise en page. Comment se fait cette mise en page? Est-ce que vous avez des outils à recommander aux journalistes qui nous suivent et qui aimeraient aussi pratiquer de l'osine dans leur reportage? C'est là où, en tout cas avec Le Monde, c'était très important. C'était qu'il fallait que, comme la matière de base, aussi de l'open source, c'est assez aride comme matière, c'est assez froid. Le but au Monde, c'était de rendre ça, entre guillemets, un peu sexy. C'est-à-dire de rendre ça joli, de rendre ça attirant visuellement. Et en fait, donc on travaillait avec en général, sur une vidéo, on est un journaliste, un chef journaliste qui vient chapeauter un petit peu le journaliste, une sorte de mini-rédacteur en chef pour cette vidéo. Et on travaille aussi avec des motion designers. Donc, ce sont des personnes qui font des animations graphiques. Où nous, on va faire... nous, journalistes, on fait l'enquête, on fait le montage vidéo. Donc, on fait pas tout le montage, on fait une partie du pré-montage. C'est-à-dire que pour les groupes djihadistes, je venais couper les vidéos. Déjà, j'ai enlevé toutes les parties gore, les parties qui étaient moches, qui ne servaient à rien, pour épargner déjà le motion designer de devoir tout regarder. Je lui ai indiqué les passages qu'il devait prendre. J'ai fait des cartes très approximatives, mais j'ai zoomé, etc. Et tout ça, je l'ai détaillé dans un storyboard. Et j'ai fait une sorte de bout à bout sur Adobe Premiere Pro, qui est le logiciel de montage qu'on utilise au Monde. Enfin, que j'utilisais, mais qu'ils utilisent toujours. Et ensuite, on a envoyé tout ça au motion designer en lui disant, on avait un dossier où il venait piocher, une sorte de serveur où il venait piocher les vidéos en disant vidéo 1 de telle seconde à telle seconde, on fait un arrêt sur image, on vient zoomer, etc. Tout était détaillé dans le storyboard. Et ensuite, lui, quand il regardait le storyboard et quand il voyait mon bout à bout, mon montage un petit peu approximatif, mais qui collait au niveau temporalité, il permet ensuite, ça lui permettait de faire ça. Ces motion designers, ils travaillent beaucoup avec Google Earth Studio, qui est un outil comme Google Earth, mais pour les monteurs où on peut faire des animations via Google Earth. Ça, c'est pour la géolocalisation, c'est très pratique. Ils travaillent aussi avec GeoLayer, qui est un logiciel payant, je crois, un logiciel qui permet de faire des cartes. Pour la cartographie, c'est très, très, très pratique. Pour l'Éthiopie, ça nous a beaucoup servi. Pour l'Afghanistan aussi. Un petit peu pour le Sahel, parce qu'il y avait les différents groupes avec les différentes zones, etc. Et ils travaillent principalement avec ça, et ils travaillent sur After Effects. Et donc voilà, donc c'est très important. Mais on nous le dit, quand je travaillais au Monde, sur les vidéos qu'on réalisait, beaucoup de gens, on avait pratiquement autant de commentaires qui nous disaient que la vidéo, le fond était très bien, mais la forme était très, très jolie. Et je pense qu'il faut faire attention cependant à ce que la forme ne prenne pas le pas non plus trop sur le fond, parce qu'on est quand même journaliste, on raconte quand même des histoires du mieux qu'on peut, et ça reste aussi important. Dites-moi, quelles sont les compétences en fait requises pour pratiquer l'OSCEN? À quel moment on se dit oui, je peux le faire? Quand vous voulez, ce soir, si vous voulez, vous vous dites, Il n'y a pas de prédisposition particulière en fait pour pratiquer l'OSCEN. Je veux dire, évidemment, il faut être à l'aise sur Internet, mais ça,
Ça, on remarquera que ce n'est pas des personnes de 70 ans qui font de l'OSINT. Ce sont des personnes qui sont nées, ce sont des digital natives, grosso modo, en général, grosso modo. Je caricature évidemment beaucoup, mais il y a beaucoup de jeunes qui font ça très bien. Il y a des personnes aussi plus âgées qui vont avoir 30, 40, 50 ans qui le font. Ce sont en tout cas des personnes qui sont à l'aise avec Internet, à l'aise avec faire des recherches Google, rechercher des PDF, faire un petit peu de code aussi parfois, parce que le code fait partie aussi de tout ce qui est. On va apprendre Python par exemple pour ce qu'on appelle scraper, c'est-à-dire récupérer par exemple sur Twitter, toute une totalité de hashtags, de tweets avec ce hashtag-là, et voir comment ils interagissent entre eux. Ça, c'est une partie encore une fois, c'est gratuit, c'est largement accessible et ça raconte une histoire. Ça vient raconter les interactions sur Internet, sur les réseaux sociaux entre différents groupes. Ça, évidemment, il faut être à l'aise avec le code. Mais on peut très bien, avec un téléphone portable, un ordinateur, Google Earth, Twitter, Telegram et d'autres outils, 2-3 autres outils, faire des choses très, 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 très bien. Est-ce qu'il y a il existe des écoles qui forment à la pratique de ces techniques ou ça s'apprend de façon autodidacte sur le Pas tas? encore, pas vraiment. Pour tout vous dire, moi, j'ai commencé à l'apprendre de mon côté quand j'étais à l'école. Je prenais du temps libre de mon côté et quand les autres allaient, certains allaient boire des bières ou je prenais moi une demi-heure ou boire un Schweppes, ça peu importe. Mais je prenais moi une demi-heure pour pousser un peu ça et ensuite j'allais la rejoindre. Mais c'est assez chronophage et ça s'apprend pas encore. Il y a une école qui m'a demandé si je pouvais donner des cours à la rentrée prochaine ou celle d'après sur ça justement, sur une semaine. Ça se fait. En école de journalisme, ça commence à se répandre un petit peu. Il y a des élèves qui m'appellent moi pour s'enseigner justement sur ça. Ça m'arrive, pas qu'à moi, à d'autres confrères aussi qui font le même métier en France. Ça leur arrive aussi. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Je ne suis pas trop renseigné. En revanche, ça commence à se démocratiser en début d'école. Mais débuter en première année de journalisme, première année de licence avec ça, je pense que c'est un peu aride. Je pense qu'il faut avoir au moins une maturation un peu journalistique de 1 ou 2 ans, peut-être, pour faire ça. Enfin, faut pas oublier qu'on raconte des histoires et qu'on est journaliste et qu'on vient expliquer et raconter une histoire. Pour vous, ça vous a pris combien de temps en fait pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui? 1 an, 1 an et demi, à peu près. J'ai commencé, vous avez parlé d'Open Facto, qui est une formidable Ouais. association qui propose des formations francophones, parfois en Afrique aussi. J'ai commencé une formation, j'ai fait une formation de 2 jours avec eux, mais j'étais déjà arrivé, donc il y a quasiment 2 ans. Mais oui, à vrai dire, ça fait 2 ans que j'y suis vraiment. 2 ans et demi, 2 ans. Mais après, pendant 1 an, avant, j'ai travaillé. En fait, quand j'ai fait cette formation, j'étais encore en alternance. J'étais en alternance au CFPJ, qui est une école en alternance sur Paris, avec BFM TV, qui est une chaîne d'infos continue en France, assez regardée. Mais bon, c'était très bien, mais j'avais envie aussi d'autres choses et je sentais que j'avais les capacités de faire d'autres choses. Donc le soir, j'étais en horaire, je me rappelle que j'étais en horaire décalé, j'étais parfois en matinale, parfois en soirée. Donc sur mes temps où j'avais du temps pour moi, je travaillais ça. J'ai fait la formation Open Facto et à côté, j'ai commencé à écrire quelques billets de blog pour eux. C'était pas très développé, mais ça me permettait au moins de mettre par écrit ce que j'avais fait comme recherche, ce qui est important. Et après, j'ai fait quasiment 1 an de pige entre Slate, enfin pas beaucoup d'articles pour Slate, mais j'ai principalement travaillé pour BFM TV. Et après, je suis rentré au Monde. Et après, une fois au Monde, là, j'ai fait que ça. Et ensuite, j'ai terminé Le Monde en fin du mois de décembre. Et après, je suis redevenu pigiste. J'étais en contrat chez eux. Je suis redevenu pigiste et maintenant France 24 et maintenant, plus récemment, les Révélateurs. Je fais les deux, exactement. Pour les images satellitaires, j'ai lu certains de vos articles que vous avez relayés d'ailleurs sur vos médias, vos réseaux sociaux, sur la guerre en Ukraine, où vous avez décrypté des vidéos, des images. Quelles sont les applications, les sites sur lesquels vous obtenez ces images de haute résolution?
Justement, c'est là où la nuance, vous devez terminer sur haute résolution, c'est là où on va faire une petite nuance, on va faire une petite différence parce qu'elle est là en fait la différence. Il existe, la principale c'est Google Earth ou Google Maps, mais c'est les images Google qui récupèrent du CNES, d'Airbus, de Maxar, etc. Il y a plein de fournisseurs qui sont librement accessibles. On se connecte à Internet, on va sur Google, on a des images. Si on va juste sur Google Maps et on fait le filtre satellite, on va avoir juste une image satellite en bonne résolution, en général 0,4 je crois, ou 3 mètres, enfin c'est assez précis. C'est même très précis, en général. Ça dépend des zones, mais en général c'est assez précis. Si on va sur Google Earth Pro, c'est-à-dire que là si on télécharge l'application d'Internet, qu'on l'installe sur l'ordinateur, il y a une application qui permet de remonter dans le temps. Donc c'est-à-dire qu'on peut remonter sur certaines zones, sur le Sahel. Même ça m'a servi pour la vidéo sur les incendies, notamment que j'avais fait pour Le Monde, une petite vidéo que j'avais fait fin août, enfin qui était dur à faire, mais il y avait des gros incendies fin août un peu partout sur la planète, et on essayait de décrypter un petit peu. On est revenu dans le temps pour vous parler, on parlait à un moment de déforestation en partie dans l'Afrique, avec les contre-feux, qui était une partie assez intéressante de la vidéo, et enfin qu'on a essayé de creuser un peu, et on pouvait remonter par exemple, même dans les années 2000, même 90, il y avait des premières images satellites qui étaient vraiment de mauvaise qualité, mais qui sont enregistrées sur Google Earth. Si on revient, il y a un petit outil avec une petite horloge, avec une flèche qui revient dans le temps. Si on clique là, on peut différemment, on peut remonter dans le temps. En Ukraine, c'est pareil. Le problème de ces... Donc, ils viennent, si vous voulez, en fait, ils viennent ajouter de nouvelles couches d'images satellites plus récentes au fur et à mesure des années. Donc, en 2020, il va y avoir tous les 6 mois une première couche. Ça dépend des régions. Il y a des régions qui sont plus ou moins couvertes. Des régions qui sont peu couvertes, des régions qui sont très... Si vous allez à New York, là, vous allez avoir... Vous pouvez remonter tous les 3 mois ou tous les 6 mois, par exemple. J'imagine. Il faudrait vérifier. Ça, c'est gratuit. Le problème, c'est que nous, ce qui nous intéresse parfois, c'est en termes de temporalité. Par exemple, sur l'Ukraine, là, comme ça ne fait pas très longtemps, Google Earth n'a pas eu le temps encore d'uploader ces vidéos et ces nouvelles photos. Enfin, pas des vidéos, ces nouvelles photos satellites. Donc, il existe des applications gratuites. Moi, celle que j'utilise en général, c'est Sentinel, qui est une constellation de satellites. Donc, il y a plein de petits satellites européens, je crois, même quasi sûr, européens, avec deux définitions principales. Il y a Sentinel-1 qui est une petite résolution, très mauvaise, mais qui permet de prendre des larges spectres, donc qui vient balayer une large partie. Donc on a des grosses images en mauvaise qualité quand on zoome, mais en fait quand on dézoome, on peut voir par exemple pour les incendies, ça nous a servi quand on a voulu voir un panache de fumée qui partait de l'Algérie, je crois, ou Tunisie, qui partait jusqu'à la mer Méditerranée. Là, on a dû avoir une grosse image satellite qui nous permettait de voir tout le... Donc là, on a pris Sentinel-1, parce qu'eux, ils passent, je sais pas, tous les 4-5 jours. Et il y a Sentinel-2, qui sont les mêmes satellites, mais avec une meilleure qualité, qui passent aussi tous les 4-5 jours. Sauf que le problème, c'est qu'on n'est pas encore à la qualité de Google Earth. C'est-à-dire que c'est une qualité assez floue. Dès qu'on va zoomer, voir des bâtiments, ça nous permet de voir des destructions. Si on dézoome un petit peu, s'il y a tout un gros feu ou une grosse explosion, Beyrouth, ça peut se voir sur Sentinel. L'avantage, c'est que on a des images très souvent, tous les 4-5 jours. Le désavantage, c'est que c'est moins précis, moins net que Google Earth. Il y a un troisième service, je termine par ça, il y a des fournisseurs privés qui font de la très bonne définition. On va parler, par exemple, on va en citer deux, Planète ou Maxar. Il y a Airbus qui fait ça aussi, qui ont la même résolution que Google Earth, mais cette fois-ci, il faut payer. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des images tous les 2 jours d'un même lieu, ce qui est extrêmement pratique pour voir des mouvements de troupes, des mouvements d'hélicoptères, etc. Sauf qu'il faut payer et vous payez la zone pour couvrir. Donc, si vous voulez tout un aérodrome, j'imagine qu'il faut payer parfois 75 €, 80 € par image, ce qui représente un budget conséquent. Pour les médias, ça peut aller. Pour les journalistes indépendants, vendre ça à une rédaction, leur dire je suis passé ça en note de frais, ça fait parfois le prix d'une pige. Donc, c'est plus compliqué à vendre. Voilà. Très compliqué. Pouvez-vous nous embarquer pas à pas dans le processus en fait de cette partie dans la guerre actuellement, dans le conflit ukrainien? Si je retrouve sur Twitter une image d'une frappe aérienne et que je veux pratiquer de l'usine, quelle est la première chose que je fais? Je télécharge l'image d'abord. Je la fais entrer dans quelle application? Je commence en fait de façon un peu pratique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le processus, nous embarquer dans cette aventure? Admettons, on voit une frappe sur Internet. On voit une frappe une image de frappe en Ukraine et on veut se dire, celle-ci, c'est
visiblement, c'est un hôpital ou une maternité. On va prendre l'exemple de la maternité. Une maternité qui est frappée par l'aviation russe ou par l'artillerie. On va essayer de voir déjà un peu le contexte. C'est la base. Parce que parfois, les réponses sont en dessous dans les commentaires, hein. Il suffit de dire, il suffit qu'il y ait un local qui dise c'est dans tel quartier. Ensuite, on va dans le quartier, ça affine déjà le spectre. On la met de côté, on la télécharge. Il y a des sites, vous tapez télécharger vidéo Twitter, ou vous rentrez l'URL de la vidéo, vous faites télécharger, vous la téléchargez. Au moment où vous la mettez de côté, vous la notez en heure, en date et en lieu supposé. Ça, c'est assez pratique. Et ce que vous voyez dessus aussi. Ça, c'est important. Ce qui est important, une fois qu'on l'a téléchargé, en général, on essaie de retrouver la même vidéo sur d'autres canaux, voir si elle existe par exemple sur Telegram. Autant sur Telegram, avec l'heure de la diffusion, quelqu'un peut dire, selon des canaux Telegram, certains peuvent dire ça a été tourné par exemple à Mariupol. Et donc ensuite on se dit ok, bon, déjà sans que ce soit vrai, mais on vient vérifier. Et peut-être surtout sur le conflit ukrainien, ce qui est malheureusement pratique, c'est que beaucoup de personnes publient beaucoup de vidéos et en général, ça reste assez vrai. Les gens, on peut, au début du conflit, quand il y avait vraiment ce brouillard de la guerre où on ne savait pas trop où est-ce qu'on était, qui, etc., c'était compliqué. Maintenant, c'est assez établi. Les gens, on retrouve assez bien. En tout cas, les villes et même parfois même les districts, ce qui est assez pratique dans les villes. Sur Mariupol, par exemple, une maternité, on va voir qu'elle a une forme en L parce que sur la vidéo, on va voir il y a une personne qui filme verticalement et qui vient faire un tour comme ça sur lui-même, qui filme autour de lui. Ce qu'on peut essayer de faire, ce qui est pratique, c'est de faire des arrêts sur image, 2-3 arrêts sur image, et ensuite, sur une application gratuite qui s'appelle Pixel R, qui est une sorte de Photoshop, mais gratuit en ligne, ou même sur Paint, ça marche. On va essayer d'accoler les mêmes screenshots qu'on a fait de la vidéo, les différents screenshots, pardon. Et ensuite, en les accolant, on va avoir une sorte de panorama tout seul qui va se faire. Et donc, on va pouvoir voir la forme de l'immeuble en question. Et ensuite, en voyant la forme de l'immeuble et en voyant la forme et la hauteur qu'il a, ensuite, si on nous dit comme première information, c'est une maternité, et bien, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper en ukrainien maternité Mariupol sur un moteur de recherche russe qui s'appelle Yandex, et on aura une liste de maternités. Et cette fois-ci, on va toutes les faire. On va, sur chacune d'entre elles, c'est assez chronophage, mais s'il y en a une quinzaine, et bien on va faire les 15 maternités de Mariupol. On va chercher, on va en général finir par trouver. Ce qui est important, c'est de vérifier que la vidéo n'a pas été publiée avant. C'est de voir déjà avant, en tapant sur Telegram ou sur Twitter Mariupol maternité, depuis le 24 février, voir s'il n'y a pas les mêmes images qui sont tombées. A priori, on peut partir du principe que c'est une image récente, nouvelle, qui a bien été tournée à Mariupol et c'est bien une maternité. Je rappelle aux confrères, aux consoeurs, aux participants et participantes qui nous suivent que vous pouvez bien éventuellement poser vos questions. Si vous suivez la vidéo en direct dans le groupe privé sur Facebook, vous pouvez entrer les questions dans les commentaires. Mais si vous nous suivez via l'application Zoom, vous pouvez soumettre vos questions ou les poser directement dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. Nous avons une question d'un journaliste Hervé Kingbv qui demande avec quel outil on arrive à faire le scrapping avec des hashtags sur Twitter. C'est un outil qui s'appelle Twint. Moi, je l'avais fait, je vous raconte ça, je vous l'ai fait il y a longtemps. Vous tapez Twint, c'est un code. Et ce code-là, pour qu'il fonctionne, il est écrit dans un langage informatique qui s'appelle Python, qui est un langage informatique, comme le C++, comme le Java, etc. Et en fait, il y a un code qui existe sur Internet qui est déjà tout fait. On vient le prendre, on vient le télécharger, on vient le faire fonctionner via le langage Python. Et ensuite, on vient lui expliquer, on lui donne des commandes, on vient lui dire je veux tel hashtag. Donc, on rentre le hashtag dans notre ligne de commande. On modifie grosso modo un petit peu le code. On vient lui dire si c'est marqué pour tel tweet, telle durée, tel hashtag, tel truc. On vient rentrer, on veut un tweet de telle date à telle date avec tel hashtag. Je veux tout prendre. Ou alors, je veux prendre tous les tweets avec cet hashtag avec le mot Mariupol. Je veux tous les tweets avec le mot Mariupol plus maternité, avec le hashtag Ukraine War du 24 au 15 mars. Voilà. Vous avez parlé d'Instagram.
Et il se trouve qu'il y a des journalistes qui ne sont pas très utilisateurs de certains réseaux sociaux, qui ne sont ni sur du Twitter, ni sur Instagram ou des applications comme Snapchat. Est-ce que c'est un handicap en fait pour pratiquer le zen? Alors, on n'est pas obligé d'avoir son propre compte pour pour enquêter sur ces réseaux sociaux, qui a encore une autre partie qui s'appelle le SOSINT, S-O-S-I-N-T, c'est le Social Intelligence, ce qui est l'enquête sur les réseaux sociaux. On peut avoir des comptes professionnels qui nous permettent de regarder, parfois, par exemple, sur Snapchat, pour voir des stories, pour voir la Snap Map, pas forcément, mais par exemple, sur TikTok, parfois, il faut avoir un compte pour pouvoir voir les commentaires qui sont postés sous la vidéo TikTok. Ça peut être intéressant. C'était très utile lors de ce qu'on appelle le build-up, lors du l'amassement de troupes à la frontière, aux frontières de l'Ukraine, où beaucoup de vidéos étaient sur TikTok. Là, il y avait souvent des commentaires très utiles. Il fallait avoir un compte. En général, c'était pratique pour voir les réponses avec la personne qui précisait j'ai filmé ça là, j'ai filmé ça là. Parfois, c'était précisé. Donc ça, c'est bien. Twitter, en fait, encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir son propre compte. On peut avoir un compte professionnel qu'on peut appeler compte professionnel de Thomas. On vient juste regarder les vidéos, s'abonner à des comptes et voir ce que les gens font. Après, en étant journaliste, je préfère être sous ma propre identité, parler avec ma propre identité et faire les recherches avec ma propre identité. Voilà. Mais c'est préférable, oui. Il faut savoir manier, évidemment, manier Instagram, manier TikTok, manier Snapchat, manier Twitter, manier Telegram. Ce sont des outils qui sont manier Facebook, qui sont forcément intéressants et sans lesquels ce serait compliqué de voir ce qui se passe en Ukraine, sans y être. Une autre question du journaliste Jean Bruno. Combien de temps pour une simple vérification, pour un reportage simple, pour un reportage complexe? Pour une simple authentification de vidéos ou de photos, je vais reprendre l'exemple de l'Ukraine parce que c'est souvent ce qui est le plus pratique. Ça peut aller de 20 minutes à 2 minutes, à 30 minutes. Donc là, on va authentifier que la vidéo a bien été tournée là, qu'elle n'a pas été publiée avant, etc. Parce qu'encore une fois, ça fait 3 semaines qu'on est dessus et qu'on commence à avoir un petit peu un coup de main. C'est pas négligeable. Sur les vidéos djihadistes, je vous avoue que pour l'authentifier, c'était plus long. Mais pour l'Ukraine, ça va désormais assez vite. Et après, pour en faire un article, encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on est des journalistes. Donc, on doit raconter une histoire et avoir un angle, trouver l'angle, trouver la vidéo qui rentre dans notre angle. Parce qu'il ne faut pas accumuler les vidéos et dire ça s'est passé là, là et là et là. Il faut que quand une fois qu'on a authentifié des vidéos dont on se sert, qui racontent une histoire, par exemple, j'avais fait l'attaque de l'aéroport de Gostomel, au nord de Kiev. Ça, c'était plusieurs vidéos et ça permettait de retracer le trajet des hélicoptères, de voir ce qui s'était passé, de voir comment les Ukrainiens s'étaient en partie défendus, etc. Il faut que ça raconte des histoires à chaque fois. Juste faire une liste de vidéos authentifiées, ce que je fais sur Twitter, parce que ça participe à ça ne peut que montrer ce qui se passe, en tout cas du mieux qu'on peut. Quand on en fait des articles, ça prend en général une journée. Une journée et demie pour un article France 24, c'est environ une journée et demie. Mais c'est fatigant. Bon. À vous entendre, il ne s'agit pas seulement de savoir enquêter ou de collecter des données, mais aussi il faut savoir les interpréter, les mettre en forme, leur donner un sens. Quel est le pourcentage en fait de cette partie dans le processus? C'est ça qui est dur au début. Au début, c'est d'authentifier, de travailler sur plein de matériaux différents, plein de vidéos, et à la fin de se rendre compte, en fait, j'en ai besoin que de 5%. À force, maintenant, parce qu'on peut faire en fait, il faut savoir dès le début, c'est comme on reste des journalistes classiques, donc on a une conférence de presse, on se dit sur quoi on va travailler, ok. On sait qu'une personne est plus en contact, va appeler des Ukrainiens, et moi, on va me dire, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé un petit peu cette nuit? Est-ce que tu peux me dire? Et donc, moi, je vais dégager des thèmes principaux. Par exemple, je pense que ce serait intéressant de faire Mariupol encerclé, par exemple. Donc là, je vais trouver des vidéos et des photos et trouver des images, etc., qui vont permettre de raconter en images comment Mariupol est encerclé, qu'est-ce que c'est de vivre à l'intérieur, quels sont les bâtiments détruits, où sont les troupes russes, etc.
ne faut pas oublier qu'on vient raconter l'histoire. Donc maintenant, je vais pas. Et donc du coup, pendant ces 1 jour et demi, je ne vais pas chercher à authentifier une vidéo qui a peut-être été tournée à Kiev ou à Kharkiv. Je vais me focaliser sur Mariupol et trouver les vidéos qui me permettent de mettre en image et de raconter comment ça se passe vraiment à Mariupol, la ville encerclée. Certains affirment que l'OSINT, c'est l'avenir du journalisme. Est-ce un avis que vous partagez? Je ne pense pas que ça en soit l'avenir, parce que l'avenir, ça restera toujours d'essayer de partager l'information la plus vérifiée, la plus neutre, clairement possible. En revanche, ce qui va se développer au fur et à mesure, c'est cette aisance qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux face à la... On le voit avec l'Ukraine, le nombre de vidéos qui sont partagées sont impressionnantes. Il faut savoir les authentifier, les valider, savoir si elles ont été tournées avant, à quel jour, du mieux qu'on peut. Et tout ça, en fait, ça participe, je pense, ça nous donnera un enseignement. Je pense que ça va donner un gros retour d'expérience aux armées occidentales, ça c'est sûr. Mais ça va aussi donner un gros retour d'expérience aux journalistes qui, je pense, vont prendre conscience que c'est très important je pense, de pas prendre une vidéo n'importe comment, de la manier avec précaution et de faire en sorte qu'elle s'insère qu'elle soit vraie et qu'elle soit la mieux décrite possible et qu'elle s'insère aussi, savoir à quel point ça peut nous servir nous à raconter des histoires. C'est surtout ça qui est important dans le cas de l'Ukraine et pour la suite. Le point de départ du travail, est-ce qu'il consiste à aller sur les réseaux sociaux, à chercher les vidéos, les images et à commencer par les identifier, les analyser? Ou d'abord, ça part d'une histoire, je veux raconter cette histoire et je commence mes recherches dans ce sens. On est journaliste, mais on est quand même dépendant, enfin, que ce soit pour le texte ou pour la vidéo, on est quand même dépendant des matériels visuels qu'on a, de l'image. Pour Le Monde, on faisait de la vidéo, donc je ne vais pas vendre un sujet si je sais qu'il n'existe aucune vidéo. Donc on est quand même dépendant des images. Et c'est en voyant ces images qui nous vient l'idée. Pour Le Monde, en général, je proposais des sujets parce que je voyais des images en premier. Je voyais des images passer. Je me disais, là, il y a quelque chose. En Afghanistan, il y avait plein d'images aussi, il y avait quelque chose. En Éthiopie, il y avait beaucoup d'images de propagande, peu d'images, mais du coup, c'était intéressant de faire l'angle du côté propagande. Il y a toujours un moyen de raconter l'histoire. En revanche, effectivement, il ne faut pas oublier qu'on raconte une histoire. Donc, si on voit plusieurs vidéos, on va essayer on ne peut pas se lancer à répertorier une centaine de vidéos en se disant à la fin, en fait, je ne veux pas raconter l'histoire parce que ça ne m'apporte rien ou ça ne plaît pas à mon chef ou mon rédacteur en chef n'est pas forcément. Il faut quand même sonder. C'est cette bascule qui est compliquée entre... Du coup, c'est très chronophage et on y passe beaucoup de temps. Moi, je rentre le soir, je fais ça le soir. Le matin, je regarde parce qu'on a l'impression qu'on ne veut rien louper, parce qu'il y a toujours une idée, il y a toujours quelque chose et c'est en regardant cette image-là que ça nous donne envie de raconter l'histoire. Et il ne faut pas oublier qu'effectivement, on veut raconter et qu'il nous faut de la matière visuelle pour raconter ces histoires. Donc, je dirais que c'est un peu un cercle. Au début, on va avoir une ou deux images où on va se dire « Ah, là, c'est intéressant ». On va juste creuser un petit peu pour se dire « Il y a assez de matériel ». Une fois qu'on a assez de matériel vidéo, photos, documents, on va en parler à notre rédacteur en chef. Et une fois qu'on a acquis assez de masse, on vient ensuite creuser le fond, mettre en perspective et construire un récit et raconter l'histoire comme ça. Dans l'article titré Guerre en Ukraine, comment l'armée russe manœuvre pour encercler Kiev que vous avez écrit, vous avez géolocalisé dans cet article une vidéo qui, semble-t-il, aurait été filmée par un civil. Et vous êtes arrivé à géolocaliser la ville. Je ne sais pas si c'est possible pour vous. Est-ce que vous pouvez peut-être, je ne sais pas si c'est possible, peut-être partager votre écran, nous expliquer un peu comment vous avez fait typiquement pour cet article. Oui. Pour l'article qui est déjà publié, en fait. Oui, je vais regarder. Je regarde l'heure qu'il est aussi. On attend. Google Maps, on va lancer.
C'était quel article dont vous parliez? C'était Guerre en Ukraine, comment l'armée russe manœuvre pour encercler Kiev. Kiev. Oui, je m'en souviens. Je pense que c'était mon dernier récemment. Alors, je lance, hein. Je lance Google et je lance Firefox. Deux navigateurs qui sont intéressants. Je vous avoue que pour ceux qui veulent commencer, c'est bien de commencer sur... Alors Google, c'est très bien, mais Firefox, c'est un peu mieux en termes de vie privée, de fonctionnalités qui vont un peu plus rapide. Il y a des plugins qui sont très intéressants sur les deux. C'est bien de circuler entre les deux navigateurs, je trouve. Toc, toc, toc. Je vais regarder un de mes articles. Ah oui, non, c'était Mariupol, ma dernière vidéo. Mon dernier article. Vous m'avez dit Kiev, hein. Oui, Kiev, Kiev. Kiev, Kiev. Comment l'armée russe manœuvre pour encercler Kiev? Pour encercler Kiev. Oui, c'était la vidéo. Dans C'était les. l'article, dans l'article, vous dites que vous ne publiez pas la vidéo pour Ah oui, préserver l'anonymat oui, de l'auteur, en fait. ah oui. Et c'est quoi que vous me demandiez, pardon? J'avais pas compris du coup. C'était En fait, si pourquoi vous je pouvez disais un peu ça? montrer, voilà, comment vous êtes arrivé, est-ce que vous pouvez montrer aux journalistes, en fait, de façon un peu plus pratique que théorique, en fait. Juste le procédé du Ah oui, géolocalisation, en d'accord. fait. Alors, ce que je vais faire du coup, c'est que on va pas géolocaliser celle-là parce que comme j'ai dit, Ouais, on a préféré ne pas la montrer parce que comme c'était des immeubles encore neufs et que les troupes russes étaient à côté, on voulait pas. Le problème, c'est que comme tout le monde regarde les réseaux sociaux, y compris l'armée. Donc maintenant, on fait un peu plus attention. C'est aussi quelque chose qui est assez important à garder en tête. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va essayer. On va essayer. Enfin, on va pas essayer, on va refaire celle-ci. Toc, toc, toc. Attendez, j'essaie d'en trouver une. mais J'essaie d'en trouver une qu'on pourrait. lorsque vous prenez les vidéos, les images, vous arrivez facilement à identifier l'auteur, à savoir si elle provient d'un compte institutionnel ou Oui. si qui a tourné la vidéo. Euh, alors, regardez, on va faire un exemple que j'ai fait tout à l'heure. Toc, toc, toc. Je cherche juste la vidéo de Mariupol. Il faut savoir. J'attends que ça charge un petit peu parce que c'est un peu long. Je cherche un peu. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Je regarde un petit peu, hein. J'essaie de trouver des vidéos dont je sais qu'elles ont été tournées dans certains endroits. Ah voilà, celle-là. Bon, je vais partager mon écran. On va le faire ensemble. Je vais la prendre aussi. Comment est-ce que je peux faire pour partager mon écran? Partager l'écran. Hop, on va faire Telegram. Partager l'écran. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran Telegram? Bien sûr. Est-ce que vous voyez que je scrolle là? Wow. Ouais. Ça, Je suis sur un channel Telegram, sur ma souris à gauche, un channel, donc j'ai toute une palanquée de channels Telegram. Sur celle-ci, c'est un channel d'une sorte de chaîne locale de Mariupol. Donc là, on est Mariupol en Ukraine. Donc ça, c'est une chaîne, on peut le voir au-dessus. Je vois pas, mais on peut voir ça a environ 100 000 abonnés. On tombe sur cette vidéo-là. On clique. Vous voyez toujours? oui, bien sûr. Oui, voilà. Donc là, on voit un bâtiment détruit. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça ne charge pas très bien parce que ma connexion à l'appartement n'est pas toujours dingue. En gros, là, on voit un bâtiment. Et dessous, comme je vous disais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que parfois, il ne faut pas s'arrêter sur les vidéos, il faut aussi lire ce qu'il y a dessous. Ensuite, on vient. Donc, on sait que ça se passe à Mariupol. On voit un bâtiment un petit peu en forme de U, là. On le voit bien, qu'il est un peu arrondi. Il est en forme d'une sorte de semi-forme circulaire, un petit peu. Ouais. Vous voyez? Là, sur Oui, la je le droite, il vois. est un peu circulaire et sur la gauche, il est un peu Ouais. circulaire. Ensuite, on vient. Comme on ne sait pas, on va traduire ce qui se fait là. Vous voyez le texte que j'ai souligné en bas, on va traduire ce qu'on appelle en anglais la caption, c'est le petit texte qui accompagne la vidéo. Ça, on va le copier. On va aller dans un traducteur.
Ah, il faut que je vous partage. Je vais vous partager tout l'écran, en fait, ça va être plus simple. Je vais vous partager tout l'écran. Desktop 1. Là, je pense que voilà. OK. Là, vous voyez que je suis sur Google, hein. Vous voyez que je suis sur Google? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, je vais dans Google Translate, je CTRL-V le texte. Et là, c'est marqué ville portuaire. Ville portuaire. Mariupol est une ville portuaire. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même. Je vais essayer de le refaire, hein. C'est pas dit que ça marche tout de suite, donc je connais la réponse, je sais où c'est, mais on va essayer de chercher ensemble. Ensuite, on va sur Google Maps, que j'avais déjà ouvert. Je vais fermer mes mails parce qu'on s'en fout. Et ensuite, sur Google Maps, on va taper ça, ville portuaire, et à côté Mariupol, en français, pour voir ce que ça donne. Autant ça va rien nous donner, mais on va quand même tenter. Ça charge. Et là, ça nous donne déjà. Vous voyez, c'est un peu étrange. On n'a pas les mêmes Port City Shopping Mall, Multiplex Port City. En fait, a priori, ça n'a rien à voir, mais en fait, quand on clique, c'est dans les commentaires que les gens mettent ici, là en bas. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Ici, là, il y a des gens qui disent ville portuaire, ça a l'air d'être le surnom. Donc, ce qu'on fait, là, donc on est bien à Mariupol. En fait, on a la sortie de la ville de Mariupol. Mariupol est ici. On a la sortie de la ville ici. Et en fait, alors ça va pas sauter aux yeux, hein, je vous préviens. Mais en revanche, si on vient se mettre avec Street View, là on est tombé sur un des Street View qui était la nuit, ce qui n'est pas très évident pour se repérer. Donc on va essayer d'en trouver un. Je sors, View, s'il veut bien. Voilà, on va essayer d'en faire un autre. Toc, peut-être ici. Voilà. Et en fait, là, on retrouve le centre commercial où on retrouve en fait tout le devant qui c'est pas un curvé. Et en fait, c'est cette curve-là, là-bas, ici. Et d'ailleurs, on peut aussi voir, ça va pas non plus sauter aux yeux, mais on peut aussi voir là, sur le côté, vous voyez, derrière, il y a des bâtiments qui sont un peu symétriques. On voit un bâtiment, une petite tour, un bâtiment, une petite tour, etc. Ça, si on retourne sur la vidéo, à un moment, on le voit. Hop. On va juste ici, dans la vidéo. C'est subtil, hein, mais il faut qu'elle charge un petit peu. Hop. Derrière, à gauche, les bâtiments. Alors, je ne sais pas si vous voyez, si vous m'entendez. Je vous entends parfaitement bien et la vidéo est également visible. Voilà, vous voyez à gauche, là, les bâtiments. Wow. On va regarder deux détails à gauche. On va regarder les bâtiments avec les petits hauts, les petits surbâtiments, je ne sais pas comment appeler ça, les petits surplus au-dessus. Plus, à gauche, vous avez un poteau avec une sorte de truc incliné un petit peu. Vous avez vu? Ici. Je reviens. Alors là, vous voyez avec ma souris sur la gauche, vous avez une sorte de petit panneau incliné avec un poteau qui est sur un poteau. Ça, plus les bâtiments, vous le rappelez bien. Ensuite, on va aller ici. On retrouve ces petits bâtiments tout au fond, qui sont identiques. Et surtout, ce qui est assez significatif, c'est qu'on vient retrouver ces mêmes poteaux-là, qui sont dans l'axe avec incliné ici. Et donc ça nous permet d'authentifier. Et la vidéo, les poteaux qu'on voit sont là-bas, en fait. Ça a été tourné là-bas, juste derrière. Et en fait, les poteaux qu'on voit, on voit en premier plan les poteaux plus derrière les bâtiments. Et ça nous indique bien que la vidéo a été tournée à Mariupol, en sortie de la ville. Et donc, elle est en tout cas authentifiable. Ça, c'est l'un des exemples. Voilà. C'est un travail qui demande assez de détails, qui est tellement minutieux.
qui demande beaucoup de concentration. Oui, et c'est pour ça que c'est important de prendre des pauses. Moi, j'avoue que je ne l'ai pas fait assez. Donc, ce qui est important, c'est de tenir sur la longueur. Donc, il faut se reposer, il faut prendre le temps. Ça peut très souvent être frustrant. C'est-à-dire que là, on trouve, donc on rigole, c'est assez facile. Et quand on ne trouve pas, c'est très embêtant et ça peut être énervant. Et il faut faire attention, il faut bien séparer. Je dis des choses dont je n'y m'y tiens pas toujours, mais je le dis quand même. C'est important de faire attention. C'est important aussi de faire attention parce qu'avec les vidéos qu'on voit, les vidéos qui sont dures visuellement, ça peut être très éprouvant à force. On ne s'en rend pas très compte, mais en fait, depuis 3 semaines, un mois, je regarde que des vidéos de guerre avec des gens qui se tirent dessus, des explosions, des immeubles détruits, des gens morts. Donc c'est important de prendre un peu de recul et de faire attention à ce qu'on voit voilà, et de pas non plus se dire qu'on est Superman et qu'on va arriver à tout. On reste journaliste, on décrypte, on fait notre travail, et puis il faut bien segmenter les choses, quoi. Voilà. C'est Voilà. mon avant-dernière question, mais cette question-là a été posée par le journaliste Yao Hervé. Comment s'assurer que les vidéos qui sont publiées ne sont pas trompeuses? Si elles n'avaient pas été publiées auparavant, j'ignore si la question elle est bien comprise. La question c'est Oui, de oui. savoir. Ce qui est important, c'est qui la publie, déjà. Qui la publie et qui la reprend. Souvent, dans la désinformation, il y a des sortes de patterns, un petit peu ce qu'on appelle en anglais. Patterns, c'est des formes, comment dire, des voies qui se dessinent. Donc, en tout cas numériquement, hein, une vidéo. Quand une vidéo d'un compte Telegram qui appartient à la République autoproclamée Donetsk, instinctivement, on va se dire, très bien, on va la vérifier. Parce qu'on sait qu'il y a un historique aussi, parce que je vous dis ça avec mon œil à moi qui depuis 2 ans, on lit Bellingcat quasiment tous les jours. Effectivement, du coup, quand on voit des vidéos sortir, on fait attention. Ce qui était intéressant là, pour cet exemple-là russe, c'est qu'en fait, et c'est une autre technique qui est utilisée, c'est que les vidéos et les photos qui sont postées sur Telegram, sur le réseau social dont je vous ai montré là tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les métadonnées. Ce sont des données numériques qui appartiennent en propre au document qui est posté sur ce réseau social. Et dans ces données numériques, il y a la date de création de la vidéo, la date à laquelle elle a été postée, et le nom du fichier original. Et ce qui est intéressant, c'est que pour ces vidéos qui ont été postées, sur plusieurs vidéos qui ont été postées, en fait, on s'est rendu compte qu'elles ont... Donc, comme elles ont été postées par des comptes officiels, donc elles n'ont pas été reprises, la source officielle, on l'avait sous nos yeux, elle était dans Telegram. Et en fait, en regardant les métadonnées, on s'est aperçu qu'elle avait été tournée avant, ou alors elle avait eu un autre nom avant. Certains ont modifié, par exemple, le son des explosions pour en trafiquer certaines. Sauf qu'ils ont pris le nom de la vidéo originale dont ils ont trafiqué le son. En fait, ils ont laissé le nom d'une vieille vidéo YouTube où on voit une explosion. Donc, en fait, les gens, quand ils ont copié le nom de la vidéo, le nom de fichier de la vidéo, qu'ils l'ont collé sur YouTube, en fait, ils se sont rendus compte que c'était le même audio qui avait été copié, collé et ajouté dessus. Plein de techniques comme ça. Là, pour le coup, ça s'est beaucoup joué sur les métadonnées qui ne sont pas effacées par Telegram. Elles sont en revanche effacées sur Twitter et Facebook notamment. Donc ça peut moins servir. Mais sur un site web, elles existent. Sur un appareil photo, si on vous l'envoie par mail, si on vous envoie des photos par mail ou par téléphone, en général par mail, par téléphone ça marche. Il y a des outils qui permettent d'extraire ces métadonnées, de voir à quelle date a été prise la photo, et parfois même où. Avez-vous une dernière recommandation à faire aux journalistes? Je suis tout jeune, hein, donc j'ai 27 ans, donc les recommandations, je vous avoue que je n'ai pas l'habitude d'en faire. En revanche, non, il faut oser, il ne faut pas avoir peur de ne pas trouver. Il ne faut pas s'arrêter au premier échec, il faut continuer, prendre une pause, et puis continuer. Ça se fait quand même beaucoup comme ça. C'est un peu chronophage. En revanche, pour ceux qui s'y mettent, il ne faut pas oublier surtout, voilà, en fait c'est ça que j'aurais dû commencer par là. Il ne faut pas oublier qu'on est d'abord journaliste. Donc on a un devoir de neutralité, on a un devoir de donner une information fiable et vérifiée.
Et c'est très important. Peu importe, moi je fais de l'open source, mais il y en a qui font des interviews, il y en a qui font de la photo, il y en a qui font des reportages télévisés. On fait tous le même métier. Moi, parfois, ça m'arrive, quand je fais ce travail, de me dire, je suis journaliste et je veux raconter une histoire. Donc, j'écris un article, je fais une vidéo, j'écris un commentaire. Il ne faut pas oublier ça. La technique, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier qu'on raconte une histoire. Il ne faut pas être trop technique. Il faut que ça apporte quelque chose. Voilà. Merci infiniment, Monsieur Thomas, pour ce moment de partage, d'échange très intéressant, super riche et bénéfique pour les 2000 journalistes de notre forum francophone qui vous ont suivi, puisque le webinaire a également été diffusé dans le groupe privé des journalistes francophones du monde entier, qui rassemble et réunit des journalistes africains de la Suisse, de la France et du Québec. Merci infiniment. C'est très intéressant et aussi surtout pour votre disponibilité et aussi merci à tous les participants qui nous ont suivis. Nous espérons vivement vous avoir pour une prochaine session avec un autre format qui sera plutôt une formation et non pas un webinaire de 45 minutes puisque à vous comprendre, à vous entendre, c'est très complexe. En fait, ça le semble en effet. Ce n'est pas une compétence qui peut être acquise en 45 minutes et qu'il faut aller au-delà avec des sessions plus approfondies. Merci encore une fois, Monsieur Thomas. C'est super. C'est un honneur et un privilège de vous avoir. Merci. Nous sommes tellement reconnaissants. Pour les Merci beaucoup confrères, à les vous et consoeurs. merci à tous les confrères qui nous regardent. On est un super groupe. C'est important.